Bonjour, il est 10h01, donc on va débuter dès maintenant. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire hebdomadaire et je vous remercie d'être présent. Aujourd'hui, on reçoit 3 conférenciers qui viennent nous présenter un outil collaboratif pour soutenir l'aménagement durable et résilient des villages nordiques de demain. Pour nous introduire les conférenciers et pour nous introduire à la présentation d'aujourd'hui, je vais céder dans quelques secondes la parole à la professeure Geneviève Vachon, professeure titulaire à l'École d'architecture de l'Université Laval et directrice du projet Habiter le Nord. Juste avant de lui céder la parole, je vous souligne que les conférenciers accepteront les questions au fur et à mesure de la présentation, mais qu'une période de questions est également prévue à la toute fin de la présentation. Donc voilà, Madame Vachon, je vous cède immédiatement la parole. Oui, ben, merci infiniment. Je remercie l'INQ pour cette si gentille invitation qui me donne l'occasion de mettre la conférence ou le webinaire en contexte. Oui, je dirige le partenariat Habiter le Nord québécois avec bonheur, mais je suis aussi un prof de design urbain et j'ai eu le grand bonheur d'accompagner les 3 conférenciers qui vont vous faire cette présentation aujourd'hui. Puis je voulais aussi vous dire qu'avec Michel Allard, je co-dirige un projet interdisciplinaire de transfert de connaissances qui est associé à Habiter le Nord et qui s'appelle Faire les choses différemment ou faire les choses autrement, un atlas de bonnes pratiques et d'opportunités pour des milieux de vie culturellement acceptables et soutenables au Nunavik. Et on a des partenaires dans cette aventure-là qui sont évidemment la communauté Kanik-Swallow-Juak, l'ARK, l'OMHK, l'Office municipal d'habitation, auquel s'associe la Société d'habitation du Québec et des professionnels de l'architecture et de l'urbanisme, et je les remercie tous au passage. Donc, c'est dans le cadre de ce dernier projet, Faire les choses autrement, que s'inscrit la recherche création en design urbain, dont vous allez voir les résultats dans quelques secondes à peine. Et vous êtes chanceux parce que c'est un excellent exemple de recherche design collaborative qu'on mène au sein de notre équipe pour réfléchir à des manières concrètes, autres, d'aménager durablement les villages du Nunavik. Là, l'idée ici, là, c'est de fournir des informations utiles, des visions, des pistes de solutions réalistes et acceptables pour soutenir la prise de décision locale en aménagement, mais toujours en écho des aspirations des Inuits, de leur ingéniosité, de leur pratique et de leur vision du monde. Donc, quand on fait de la recherche-création, on doit jongler avec un paquet de données qui touchent toutes sortes de domaines, de la géomorphologie à euh, la gouvernance de l'habitat principalement, en passant par les pratiques culturelles, la construction. Fait qu'en gros, le défi, là, en tant que chercheur et aménagiste, c'est de synthétiser ces données-là et de les interpréter en formulant des hypothèses ou des scénarios de transformation possibles, éclairés, probants, pertinents, qui sont souvent utilisés pour soutenir les discussions localement. Si vous voulez en savoir plus sur nos travaux, on est facilement trouvable. Passez par notre canal YouTube Habiter le Nord, notre site web, et vous aurez plein d'exemples de recherche empirique aussi, de recherche-action et de création. Mais pour le moment, j'arrête de parler. Voici un beau projet de recherche-création particulièrement éloquent qui a remporté un prix international de design tout récemment et qui va vous être présenté par Myrtille Bale, Antoine Paquette et Frédéric Trottier. Je vous souhaite une bonne écoute. Bon, ben, merci Geneviève là, pour cette belle introduction. Donc, ben, on va plonger directement dans le sujet. Là. Ben, comme Geneviève vous l'a mentionné, c'est un projet académique qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, c'est un projet que moi-même, Frédéric, qui était étudiante en architecture en design urbain, Antoine Paquette, étudiant en aménagement du territoire, et Myrtille, étudiante en architecture, qu'on a réalisé à l'hiver dernier. Donc, on s'intéressait là, aux enjeux d'aménagement dans les communautés du Nunavik. Je vais faire un petit survol de la présentation. Donc, on va commencer avec la présentation va être divisée en 3 blocs. Là. On va alterner la parole entre les trois présentateurs. Donc, on va commencer avec un survol un peu de nos objectifs, la problématique auquel on s'adressait, notre approche aussi autant philosophique et méthodologique au projet. Ensuite, on va présenter le terrain, puis les résultats en dernière partie, donc les principes d'aménagement qu'on a créés, le guide de planification, puis l'outil web qui a résulté de tout ce processus de recherche-création. Donc, comme j'ai mentionné, on était une équipe multidisciplinaire, donc
moi, Frédéric, Antoine et Myrtille, on était donc 3 étudiants qui se sont mis ensemble pour réaliser ce projet design urbain-là. Donc, ce qui est assez intéressant de notre équipe, c'est un peu une imbrication là, des échelles de lecture du territoire qu'on avait dans nos domaines respectifs. Là. Donc, avec Myrtille en architecture, Antoine à l'échelle plus du territoire, puis moi en design urbain. Donc, ça nous a permis un peu d'ancrer le projet autant dans son échelle locale que aussi dans l'échelle du territoire de la province, en comprenant un peu les liens qui existent entre les différents acteurs politiques dans le domaine de l'aménagement. Donc, si on commence vraiment avec la question de recherche, donc tout simplement, le projet de recherche, en fait, on s'intéressait aux enjeux d'aménagement des communautés autochtones du Nunavik, donc de la planification des villages jusqu'à l'intégration de l'architecture dans ces villages-là. Donc, plutôt que de produire un plan d'ensemble précis ou de réfléchir à l'architecture d'un bâtiment particulier, on a cherché à identifier des principes d'aménagement qui répondent aux aspirations, aux pratiques, aux savoirs inuits, puis qui pourraient potentiellement guider la prise de décision des différents professionnels de l'aménagement qui seraient amenés à intervenir dans les communautés. Donc, on a pris la décision de réfléchir à ce qui vient en amont des projets vraiment très concrets, donc de s'interroger sur qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui est une bonne pratique en contexte nordique interculturel, puis comment on pourrait illustrer ces principes-là. Donc, pourquoi on en est venu en fait à réfléchir à des outils plutôt que de réfléchir à un projet précis? En fait, ça découle d'une problématique là, auquel ben, je pense que si vous êtes ici, vous êtes un peu au fait de ce qui se passe en termes d'enjeux de planification dans le Nord, mais je vais quand même refaire un survol rapide. Donc, mais on sait qu'au Nunavik, en fait, la population est vraiment en très forte croissance. Donc, la population croît à un rythme vraiment effréné. Puis, la population est très, très jeune. À peu près un tiers de la population est âgée en bas de 14 ans. Donc, il y a un taux de natalité très important. Puis, qui dit augmentation de la population, mais dit nécessairement augmentation des besoins en logement. Donc, en ce moment, il existe une réelle crise du logement dans le Nord. Puis, donc, il manque de logements pour accueillir toutes les nouvelles familles. Puis, les logements qui sont existants, mais sont généralement surpeuplés. Donc, cette première problématique-là, ça se complexifie lorsqu'on comprend qu'au Nunavik, le logement est fourni par l'État québécois. Donc, c'est du logement social. Les Inuits ne sont pas propriétaires de leur logement, ils sont locataires. Donc, comme ces logements-là sont fournis par l'État, mais ils doivent d'être planifiés à l'avance. Puis d'une part, en fait, cette planification-là est complexifiée d'un côté parce que les modèles de maison sont imaginés par la SHQ, donc généralement. Donc, c'est une architecture qui est calquée sur ce qui se fait dans le sud, mais aussi la planification se fait à l'aide d'outils qui sont très peu orientés sur les besoins culturels des communautés. Donc, on utilise souvent, par exemple, presque essentiellement le master plan, le zonage assez fonctionnel pour situer les futures interventions des maisons dans les villages. Donc, bien que le master plan soit un outil intéressant pour illustrer une vision, une vision future, ça reste une solution qui est assez figée. Ça découle d'une rationalité fonctionnelle et technique, puis ça soustrait beaucoup de considérations culturelles et territoriales dans cette manière de penser l'aménagement. Donc, ça fait qu'on perpétue quand même des pratiques d'aménagement qui sont un peu déconnectées du contexte dans lequel elles sont appliquées. Là. Par exemple, ça, c'est un exemple très typique là, des nouveaux quartiers dans les villages du Nunavik. Donc, une rue très rectiligne avec des maisons qui sont implantées, toutes bien alignées face à cette rue-là, des maisons qui sont toutes presque toutes identiques. Donc, c'est des quartiers qui sont très homogènes, puis qui sont pas nécessairement à l'image des gens qui l'habitent. Puis pour terminer, en fait, le portrait un peu de la problématique auquel on s'adressait, les changements climatiques, mais c'est une donnée qu'on peut plus éviter. Donc, on le sait que les changements climatiques touchent grandement les communautés du Nord. Là, donc, la fonte du pergélisol fragilise énormément les sols. Puis la construction devient de plus en plus complexe, plus coûteuse, plus longue.
Puis d'ailleurs, c'est souvent de cette manière-là qu'on va réfléchir l'emplacement des nouveaux secteurs de développement des villages. Est-ce que le sol est propice à la construction ou pas? Donc, on va aussi privilégier malheureusement des pratiques comme ce qu'on voit sur l'image, donc la construction sur radier qui viennent en fait à détruire la flore locale puis qui déconnectent encore plus l'habitation de son environnement. Donc, on vient étaler là, une grande quantité de gravier sur la toundra pour avoir une assise stable pour ensuite construire les habitations par-dessus. Donc, c'est des pratiques mais l'urgence de construire est tellement grande qu'on perpétue ces pratiques-là parce que c'est celles qui sont les plus connues, puis les moins coûteuses aussi euh, sur le moment. Comme on travaillait aussi en contexte interculturel, on avait, avant même de débuter le projet, il a fallu qu'on reconnaisse notre propre billet là, en tant que chercheur alloctone. Donc, il a fallu qu'on mette un peu de côté nos propres référents, nos propres réflexes en tant qu'architecte, en tant qu'aménagiste et designer urbain, puis qu'on prenne le temps de se nourrir d'écrits théoriques là, au sujet de la vision du monde des peuples autochtones, sur ce qu'est être au monde en tant qu'autochtone. Puis, ce qui est ressorti de cette recherche théorique-là, mais c'est un peu une réticence là, par rapport aux outils de planification qui prédisent un peu trop spécifiquement l'avenir. Donc, le temps est perçu davantage comme quelque chose de cyclique, de non linéaire. Donc, on se doit d'être de plus en plus flexible avec les outils de planification. Puis, ces constats-là mais ont un peu confirmé notre hypothèse qu'il y aurait peut-être place à des outils complémentaires au master plan pour pallier à la rigidité de cet outil-là. Donc, c'est un peu ce qui a mis la table vers le reste du projet, donc le développement de principes d'aménagement puis de guides de planification. Donc, on va vous présenter la suite. Donc, c'est un peu le résumé très théorique là, de ce qu'on a voulu faire. Donc, plutôt que de se créer un plan très précis qui mène à potentiellement un type d'occupation qui ne sera pas nécessairement la même que ce qu'on avait prévu. Mais on a décidé de travailler en principe pour avoir différents scénarios. Donc, ces principes-là mènent à plusieurs solutions, et dépendamment de de ce qui va arriver au fur et à mesure du développement de ce projet-là. Donc, je vais céder la parole directement à Antoine pour la suite de la présentation. Merci Frédéric. Fait que je vais commencer avec tout ce qui était plus approche méthodologique. Donc, comment est-ce qu'on s'est rendu à l'élaboration de ces principes-là? Ça s'est fait vraiment en 2 temps. Donc, on a eu une première démarche qui était plus théorique, donc avant le terrain, qui était vraiment plus basée sur la littérature, puis une démarche de consultation locale sur le terrain dans le village de Kingsford pour vraiment mieux cerner les spécificités du village. Fait que pour le cadre théorique, la démarche théorique, on a un premier exemple ici sur la diapositive là, on essaie d'aller chercher dans la littérature des qualités urbaines pour avoir comme une première idée de nos différents principes. Donc, on a eu un premier lot ici de qualités urbaines plus techniques, donc vraiment basé sur le design urbain et l'aménagement du territoire pour des milieux de vie résilients et durables, mais aussi en parallèle, sur la diapositive suivante, on avait des qualités qui étaient vraiment plus liées au mode de vie inuit, donc des qualités urbaines symboliques pour des milieux de vie culturellement significatifs. Avec ça aussi, on a fait une analyse des différentes vulnérabilités qui touchaient les menaces dont Frédéric a parlé. Donc, principalement les menaces liées au changement climatique, puis liées au boom démographique qui a lieu présentement au Nunavik. Ces différentes menaces-là, ces différentes vulnérabilités-là, pardon, comme Frédéric l'a aussi mentionné, ça ne se limitait pas à un seul domaine. Ça pouvait aller justement de la géomorphologie jusqu'à la gouvernance, puis tant sur les plans environnementaux, sociaux, économiques et donc plus politiques de tout ça. Donc, avec ça en tête, on est allé sur le terrain à Kingsford. Donc, pour essayer de valider, voir est-ce que ces outils-là, est-ce que ces qualités-là qui ressortaient sont vraiment appropriées au mode de vie inuit local de Kingsford. Puis pour avoir le pouls local sur tout ça. Donc, Kingsford, qui est le village le plus à l'est du Nunavik, avec une population d'un peu moins de 1000 habitants. Puis, le terrain là-bas, c'est fait en
en 3 temps lui aussi. Donc, un premier temps, des observations terrain sur l'organisation spatiale du village, sur l'utilisation de l'espace de certains lieux extérieurs également. En second temps, on a eu la chance de participer au Parnassimotique. Le Parnassimotique est une grande rencontre qui a lieu 3 fois par année, si ma mémoire est bonne, à Kingsway-Drac, qui est spécifique à Kingsway-Drac, pour discuter d'enjeux importants pour la communauté, puis aussi pour entendre différents intervenants sur des projets. Donc, c'est là, entre autres, où Geneviève a pu, et nous, on a pu présenter le projet, donc notre projet, le projet de fin d'études sur lequel on travaillait, mais aussi le projet Doing Things Differently d'une manière plus générale. Suite à ça, il y a eu une autre forme de consultation citoyenne, mais cette fois-ci vraiment plus informelle. Donc, c'était à la fois dans la coop, donc à l'épicerie de Kingsway-Drac, et aussi à Cormapic, donc la maison de la famille, où on avait un petit stand d'atelier de cartographie participative, puis où est-ce qu'on demandait surtout 2 questions principalement aux gens qui s'arrêtaient. Donc, question qui était, ça serait quoi dans un futur où tout est possible, quel serait l'endroit où est-ce que vous aimeriez habiter dans le village? Donc, ce qui a mené au constat de la première carte ici, que, on aimerait habiter là où c'est relativement tranquille, là où on est près du land, du territoire, et où est-ce qu'on a une vue sur la baie, où est-ce qu'on peut voir la baie, qui est un élément très important de Kingsway-Drac. Puis une deuxième question qui était, quelles sont les places les plus pour lesquelles vous avez le plus d'intérêt, qui sont les plus significatives pour vous. Puis la majorité de ces places-là étaient hors du village et plus reliées aux activités traditionnelles. Donc, ces constats-là, ça nous a permis de réadapter les qualités qu'on avait tirées de la littérature pour les adapter vraiment au contexte de Kingsway-Drac, puis au contexte inuit vécu là-bas. Puis, c'est vraiment de ces qualités-là que vous voyez présentement à l'écran qu'on est parti pour formuler les principes d'aménagement. Donc, justement, les principes. Pour rappeler un peu, Frédéric en l'a mentionné, là, mais le rôle de ces principes-là, c'est vraiment d'orienter la prise de décision en aménagement des villages nordiques du Nunavik en impliquant la communauté, puis d'avoir une flexibilité, une plus grande flexibilité que les outils qui sont présentement en place pour justement s'adapter à différents scénarios, à différentes conditions. Les principes sont là pour que justement ces futurs scénarios-là, un, ils créent un renforcement des valeurs inuites, deux, qui incluent des objectifs de durabilité pour les générations futures, puis aussi qui assurent, j'ai pas le mot en français qui me vient en tête, mais l'empowerment de la population locale. Donc, comme vous le voyez présentement, là, les principes, on les a représentés sous cette forme de roue-là, la roue qui inclut 3 grands domaines d'opportunités, 3 grands ensembles d'opportunités qui sont tous interdépendants, donc le land et l'environnement, la communauté et la culture, et les ressources locales et l'économie. Chacun des principes qui sont inclus dans cette roue-là a une fiche exemple, si on veut, un one-page note qui lui est relié. Il y a vous pourrez voir là, par après, Myrtille va vous présenter un petit peu plus l'outil web, mais sur le site web, il y en a 2 qui n'ont pas ces fiches-là. C'est parce que ces deux principes-là sont plus considérés comme étant des principes qui sont englobants, donc qui sont insérés dans tous les autres à la fois également. Donc, pour montrer un exemple de ce qu'une fiche a, de quoi ça peut avoir l'air, là, on a la fiche, en fait, habituellement, c'est une page là, pour la présentation, on l'a divisé en dessous de 3 diapositives, mais habituellement, c'est tout sur la même page. Donc, on a une petite courte description du principe en tant que tel, mais aussi des moyens concrets d'y arriver, donc means of actions, pour vraiment pouvoir arriver à, par exemple, ici, supporter les activités culturelles. Puis, 3 différents contextes ou 3 différents scénarios d'application de ce principe-là. Donc, les 3, c'est toujours divisé de la même manière. Donc, en premier lieu, un contexte scénario qui est vraiment plus le centre d'un village, parce que là, c'est sûr qu'on est basé à Kingsway-Drac, mais que cette idée de principe-là pourrait s'appliquer à n'importe quel village également. Donc, un principe de centre de village, donc un lieu qui est plus dense, un lieu où il y a plus de diversité d'activités qui se fait. Un deuxième contexte qui est celui d'un secteur résidentiel qui, comme Frédéric le mentionnait, est très linéaire,
très rectiligne et qui fait très banlieue nord-américaine. Donc, comment est-ce que, dans ce cas-ci, supporter les activités culturelles dans un milieu comme ça pourrait se faire versus dans un quartier centre? Puis, un troisième aussi contexte qui est celui d'un nouveau développement. Puis c'est là où est-ce qu'on a considéré d'ailleurs le lieu de ce nouveau développement-là comme étant celui qui avait été pointé comme le lieu de résidence le plus souhaité lors de nos entretiens avec la communauté. Donc, ça ferait le tour justement pour les principes. Je vais laisser maintenant la parole à Myrtille qui va présenter le guide qui permet de mettre ces principes-là en œuvre. OK. Merci Antoine. Donc, dans une dernière étape, en fait, finalement, nous sommes questionnés un peu comment tous ces principes et comment cet outil pourrait être utilisé pour la communauté et par les décideurs locaux, comment on pourrait se positionner par rapport aux outils existants, quels acteurs pourraient utiliser aussi cet outil et comment l'utiliser. Donc le projet a vraiment pris la forme d'un outil en ligne qui serait complémentaire aux outils existants pour la planification urbaine au Nunavik et qui serait utilisé comme support de réflexion et de communication entre la communauté, donc entre les villages nordiques et les planificateurs. Et afin d'intégrer, le but c'est vraiment d'intégrer ces principes et ces qualités pour réfléchir à une façon différente finalement de procéder à l'aménagement des villages. Donc finalement nous avons imaginé la roue ci-dessous qui résume en fait le processus de planification. Puis cette roue se base vraiment sur les commentaires que nous avions recueillis sur place sur le terrain et sur des guides déjà aussi existants. Puis elle propose un processus de planification qui fonctionne étape par étape. Donc on a ciblé 4 grandes étapes. Et ces 4 grandes étapes visent vraiment à assurer la cohérence entre les objectifs de la communauté, les atouts locaux dans chaque village, mais aussi les futurs souhaitables et évidemment le cadre réglementaire existant. Donc contrairement aux stratégies de planification habituelles, ce processus proposé n'est pas construit sur des étapes linéaires et chronologiques, un peu comme vous expliquait Frédéric au début. On a fait le choix en fait, de présenter ça sous la forme d'un grand cycle d'étapes imbriquées qui vise finalement à trouver des solutions adéquates aux besoins de la communauté. Donc il n'y a pas vraiment de point de départ spécifique. On peut intégrer finalement, commencer le processus par n'importe quelle étape. Et ainsi, chaque communauté en fait, peut commencer à utiliser cet outil en fonction de là où elle se sent le plus à l'aise ou ce qu'elle juge le plus important pour sa communauté et son développement. Ce qui laisse une grande flexibilité et créativité pour les acteurs locaux dès le début du processus de planification communautaire. Donc les 4 grandes étapes sont décidées ensemble. Commencer avec les atouts, réimaginer ces atouts et ensuite donc, réaliser le projet. Puis ce qui est en bleu au centre de la roue, ce sont les éléments que vous a montré Antoine sur les one-page notes, donc sur les fiches de principe. Donc les principes, les possibilités, les moyens d'action qui peuvent accompagner chacune de ces étapes. Donc pour la suite, je vais passer très rapidement sur chacune de ces étapes-ci, vous expliquer un peu comment ce guide peut être pris en main. Sur la première étape, décider ensemble, en fait, l'objectif ici est d'activer le dialogue et la coopération au sein de la communauté et de se questionner et de se mettre d'accord finalement sur les priorités pour l'avenir. Qu'est-ce qui est le plus apprécié dans le village? Qu'est-ce qui pourrait être changé, amélioré, renforcé? Et le but finalement, c'est que ces principes-là qu'on a fait ressortir dans cette roue, excusez-moi, permettraient en fait de devenir vraiment des principes directeurs qui appuieraient une vision commune pour la planification du village. Dans une deuxième étape, finalement, une fois que les priorités sont décidées ensemble, la deuxième étape consiste à faire un tour d'horizon en fait, de l'existant, de comprendre les atouts déjà présents dans le village, ce qui fonctionne et qui pourrait être renforcé, ou s'il y a des bonnes initiatives locales qui pourraient être mises de l'avant. Cette compréhension peut se faire avec les planificateurs et les villages nordiques par une analyse des usages, de la façon dont l'espace est utilisé, un peu comme on a ici essayé de schématiser, nous, à travers notre exercice. Mais aussi, surtout, cette compréhension en fait, des besoins doit se faire aussi en consultation avec les habitants pour intégrer les demandes locales. Donc le but est vraiment d'essayer de définir quelles sont les opportunités et les faiblesses propres au milieu local et donc spécifiques à chaque village. On peut avancer dans les diapos. Donc la troisième étape, finalement, c'est d'essayer de réimaginer ces atouts. Donc une fois qu'on a bien cerné finalement qu'est-ce qui est porteur dans les villages, quels sont les principes porteurs, la troisième étape consiste à réimaginer ces atouts-là, à imaginer des futurs souhaitables et possibles, en par exemple s'appuyant donc sur les illustrations 3D que vous a présentées Antoine sur les fiches, et qui représentent un peu des scénarios réalistes et des traductions facilement compréhensibles des principes et des moyens d'action, et qui vient finalement je dirais, à vulgariser et à illustrer en fait des idées et des principes sur ce qui est faisable.
On a donc fait le choix en fait de se baser sur 3 scénarios, donc qui correspondent à 3 réalités différentes dans les villages nordiques. Donc les centres de village, c'est en général là où se retrouvent les bâtiments les plus anciens avec un ensemble de services communautaires qui ont des enjeux différents, par exemple des quartiers résidentiels qui eux sont souvent des quartiers plus récents, monofonctionnels, donc seulement dédiés à l'habitation. Et enfin, il y a les futurs développements qui, eux, ouvrent, qui ne sont pas encore construits, mais qui ouvrent la possibilité finalement la possibilité de construire différemment et d'aménager autrement les quartiers. Et donc, à chaque illustration 3D, on a essayé d'illustrer l'ensemble de ces principes. Il sert donc de base de discussion pour visualiser l'avenir tout en facilitant la discussion entre les parties prenantes intéressées. Et il montre finalement ce qui pourrait être fait dans le village en montrant ici un ensemble de solutions. Et comme vous pouvez voir sur le village, donc même si on a travaillé sur le village de Kanjik Swalujwa qui a servi de base de réflexion, on voit que les images peuvent être quand même facilement transposables d'un village à un autre. Et donc tous ces scénarios illustrés en fait permettent de montrer donc des façons différentes et plausibles d'aménager les villages nordiques. Donc on a aussi accompagné les visualisations 3D avec des rendus plus concrets, donc simplement pour illustrer aussi comment cette réalité-là pourrait vraiment se concrétiser pour la suite du projet. Pour terminer, en fait, on avait ici fait un schéma aussi récapitulatif qui montre un peu comment cet outil peut s'intégrer parmi les outils de planification déjà existants et déjà présents. Et l'objectif, finalement, c'est d'apporter un aspect visuel, illustré et vulgarisé qui serait complémentaire au master plan pour permettre aux acteurs locaux, et notamment les maires des villages nordiques, de maîtriser davantage les décisions qui sont prises dans leur village, dans la planification de leur futur, mais surtout aussi d'apporter un outil qualitatif de décision et que les décisions se fassent non seulement en fonction des réglementations, mais aussi en fonction finalement des qualités et des principes et des valeurs qui sont définis et mis sur la table dès le début du projet. Donc l'objectif, finalement, dans un sens de cet outil, c'est de trouver un moyen en fait, de coopération entre les différents acteurs. Pour terminer, vous pouvez consulter en fait, le guide, tout ce qu'on vient de vous présenter sur le site web donc, du projet, qui est organisé un peu de la même façon dont on vous a présenté aujourd'hui sur ce webinaire-là, donc qui regroupe l'ensemble des informations sur le village, sur le terrain, mais aussi, vous avez aussi donc, toute la roue des principes, si vous voulez prendre le temps de regarder plus en détail chacun des principes, des illustrations et des solutions donc, que nous avons proposées. Donc tout ce qu'on vient de vous présenter est vraiment disponible en ligne directement sur ce site-là. Puis, pour conclure cette présentation, on aimerait en fait tous les trois aussi également remercier les personnes qui nous ont soutenus dans ce projet, qui ont chacune aussi apporté leur support et leur soutien tout au long de ce processus. Donc on voulait profiter de ce webinaire également pour remercier notamment le groupe de recherche en qualité de Nord québécois, Doing Things Differently, avec Geneviève Vachon, Myriam Blais, Samuel Boudreau, ainsi que toutes les personnes qui nous ont accueillis à Coudjouac et à Kanjik Swalujwa, notamment Nancy Etok, La Snowball et Lassie, ainsi que tous les membres en fait, de l'équipe de l'ARK et toutes les personnes qui ont pu participer au processus de ce projet. Donc merci à tous pour votre écoute, puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Et merci, quelle présentation fantastique, puis les photos, oh, tout le monde a hâte de retourner dans le Nord. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, levez votre main ou mettez des questions dans le Q&A ou le chat. Pour commencer, est-ce qu'il y a un plan de développement? Est-ce que la communauté a déjà un plan de développement pour l'avenir ou Pour l'instant, la communauté, son plan de développement pour l'avenir, c'est ce que Frédéric a mentionné brièvement au début, le master plan, donc qui prend la forme vraiment d'un grand plan, puis qui identifie certaines zones où les futurs quartiers résidentiels ou les futures zones d'habitation seraient. Donc, il y a certaines zones qui sont plus au sud, là, qui sont petites, qui sont comme pointillés rouges. Là. Okay. Puis, il y en a d'autres qui sont plus au nord de l'aéroport. Puis, ces zones-là sont vraiment, en tout cas, ce qui dit, le principal élément qui sous-tend à ces zones-là, ben, c'est la stabilité du sol. Donc, c'est pour ça que ces zones-là étaient choisies présentement dans le village.
Présentement, au centre de le village, est-ce qu'il y a les zones qui sont en danger à cause de le dégel de permafrost et tout ça? Est-ce qu'il y a des régions qui doivent être remplacées, les maisons qui doivent être remplacées? Remplacer, je me rappelle pas d'avoir entendu parler de remplacer, mais je sais qu'on a une carte sur le site web. En fait, je pense pas qu'elle était dans la présentation ici, mais il y a une carte qui présente l'état les risques reliés au pergélisol pour le village. Puis le centre du village est dans une zone rouge, là, donc une zone à plus haut risque, à comparer, par exemple, à la nouvelle branche résidentielle qui a été faite, là, qui est longue et rectiligne. Puis, est-ce que le gouvernement provincial ou fédéral sont intéressés par est-ce qu'ils sont intéressés par votre projet? Est-ce qu'ils vont prendre ça en compte pour l'avenir, dans la planification ou comme Oui. SHQ et tout ça, est-ce qu'ils ont have they expressed interest in le projet ou Oui, Debbie, peut-être pour répondre à votre question, en fait, on a fait ce projet-là aussi en collaboration. On a eu la chance sur place d'aller rencontrer justement les responsables de la planification au gouvernement Kativik. On a aussi travaillé, on a aussi eu des commentaires de la SHQ. Puis, lors de ces rencontres-là, ils avaient vraiment été assez intéressés vraiment par cet outil-là. Puis, ils voyaient beaucoup d'intérêt dans cette idée de dessiner en fait et d'illustrer justement des idées et des principes parce qu'ils voyaient ça vraiment comme une base de communication intéressante. Donc, c'est aussi ce qui avait appuyé le développement. La seule remarque qu'on avait eue, c'était justement de la SHQ qui disait qu'on pourrait quasiment faire le même exercice que nous, on a fait en aménagement urbain, mais à l'échelle davantage de l'habitation. Donc, c'est vraiment juste un premier pas, cet outil-là, je pense qu'il pourrait même être encore, qui ouvre la porte peut-être vers encore d'autres idées, d'autres développements. C'est tellement intéressant. Pour l'application d'un projet comme ça, est-ce qu'il y a une timeline? Est-ce que c'est un projet qui peut durer, je ne sais pas, 10 ans, 50 ans ou pour mise en place de votre projet? Je ne sais pas s'il y a vraiment une timeline qu'on a comme d'avance, comme admettons le master plan que vous voyez présentement à l'écran, c'est vraiment indiqué que c'était 2016 à 2036, mais on n'avait pas, on avait eu, je pense, 2050 qui était un peu notre horizon. Mais c'est ça, c'est sûr que la première étape du projet, ça serait vraiment d'avoir une espèce de petit développement test là, où je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, que ça soit testé avant d'être appliqué d'une façon plus globale, puis pour vraiment essayer de voir, bon, ben, est-ce que ces principes-là fonctionnent, est-ce que ça pourrait être modifié, est-ce qu'il y a de consulter davantage la communauté par rapport à ça aussi. Je pense aussi que le timeline serait différent dépendamment de l'échelle du projet aussi, là. Je pense que si le projet, c'est de planifier vraiment un nouveau quartier, le timeline serait nécessairement un peu plus long comparativement à, je sais pas, refaire consolider un îlot dans le cœur du village, par exemple. Donc, je pense que l'horizon serait un peu différent, là, dépendamment de l'échelle du projet, là. Puis, vous avez dit que c'est applicable dans les autres villages à Nunavik. Est-ce que vous avez l'intention ou est-ce que quelqu'un dans la faculté a l'intention de faire le même exercice ailleurs ou non? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans la faculté a l'intention de le faire ailleurs, mais de toute façon, si ça serait fait ailleurs, c'est sûr que les principes qu'on a établis, puis tout ce qu'on a établi, c'était vraiment selon ce qu'on a entendu à Kingsford-Uduak. Mais c'est sûr que cet exercice-là serait quand même à refaire dans d'autres villages pour s'assurer que ces principes-là, ça soit les mêmes, parce que chaque village a quand même sa réalité particulière. Il y a des villages plus gros, plus petits, qui n'ont pas nécessairement les mêmes enjeux. Donc, ça serait important de vraiment reconsulter et de s'assurer que cette base-là tienne encore dans les différents villages. Mais on serait vraiment très content là, de savoir que, par exemple, je sais pas, il y a un groupe d'étudiants décide de faire un projet test, je sais pas, là,
à Salouit, puis on dit, on va prendre ces principes-là, puis on va les tester dans le village, voir est-ce que, justement, comme Antoine dit, ça tient la route ou pas. Je pense que c'est là le grand potentiel du projet, c'est comme c'est pas hyper appliqué à une situation, est-ce que je pense qu'on pourrait le tester ces principes-là dans d'autres villages, puis voir est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, justement. Puis le projet, j'imagine, était très bien réussi par la communauté. Vous avez passé beaucoup de temps là-bas ou jasant avec eux autres, la population de Kanjisujuak? Le COVID a quand même réduit notre temps de passage dans le village. Là, c'est sûr que là, on serait justement l'étape de faire de retour pour vraiment montrer l'outil puis avoir des retours sur l'outil a été freiné. Là, on était censé d'y aller en mai l'année passée pour justement mai-juin l'année passée pour faire ça. Puis c'est ça, on a quand même, on a déjà eu la chance de pouvoir y aller une première fois, là, comme on était là à cette date-ci l'année passée dans le Nord, puis on sait que c'est pas longtemps après ça que le confinement et tout ça a commencé. Donc, ça serait vraiment de retourner pour valider ces outils-là éventuellement, ce qu'on n'a pas eu la chance de faire encore.